Bonjour et bienvenue dans Je ne suis pas raciste mais, le podcast qui décortique le racisme qu'on dit ordinaire mais qui n'a rien d'ordinaire. Ce racisme difficilement condamnable pénalement, celui qui s'exprime tous les jours sous des traits d'humour, celui qui ne dépasse jamais la bienséance, qui semble souvent insignifiant mais qui reste violent et brutal pour celles et ceux qui en sont victimes. Aujourd'hui, je reçois Marie-France Malonga, sociologue des médias et spécialiste des représentations sociales et médiatiques des minorités. Marie-France Malonga, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être présente pour cet épisode. Alors, on a l'habitude, avant d'ouvrir nos épisodes, de raconter des petites anecdotes. Cette fois-ci, je me suis creusé la tête pendant très longtemps avec Nina. On s'est beaucoup creusé la tête. Puis en fait, il y avait une anecdote qui était évidente et qui est en lien avec notre épisode aujourd'hui. Donc, je vais vous la raconter. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais en juillet et en août, en France, il y a eu les Jeux Olympiques. Et c'était quelque chose d'assez conséquent en France. On en a beaucoup parlé pendant des mois et des mois. Et on a surtout parlé de qui performera, se produira lors de la cérémonie. Et très rapidement, évidemment, on a entendu parler d'Aya Nakamura, qui est quand même la chanteuse française qui vend le plus à l'étranger et qui est, comme beaucoup l'appellent, la reine de France. En tout cas, moi, je l'appelle aussi la reine de France. Ça lui va bien comme titre. Évidemment. Mais c'est vrai que dès que le nom d'Aya Nakamura a été évoqué, très rapidement, on a eu des débats, des polémiques racistes, disons-le. On l'a comparé à des macaques. Ça, c'est des citations, c'est pas moi qui le dis. Et surtout, il y a eu cette pancarte qui a été déroulée un soir près de la scène. Aya retourne à Bamako. J'imagine que vous avez suivi tout ça, compte tenu de votre métier. Si on se le dit franchement, en quoi ces réactions sont-elles racistes ? Et qu'est-ce que ça dit de notre pays aujourd'hui ? Alors, c'est clairement effectivement des réactions racistes, extrêmement violentes, des propos racistes et qui renvoient, par exemple, on parle de la terminologie macaque, ça renvoie aux anciennes représentations racistes sous l'époque coloniale, sous l'époque esclavagiste, etc. Donc, on voit que ce sont des processus, en fait, très anciens. On va répéter un certain nombre de schémas racistes et on avait aussi la femme politique Christiane Taubira qui avait été comparée à un singe, etc. Donc ça, c'est dans les iconographies et les représentations de l'époque coloniale, on renvoyait beaucoup les personnes noires à des singes. Pourquoi ? Parce qu'on considérait que ce n'étaient pas vraiment des individus à part entière et qu'ils étaient ce qu'on appelait le chaînon manquant, c'est-à-dire le lien entre le singe, l'animal et l'homme. Très sympathique. Donc, on se rend compte que ce type de représentation nauséabonde, représentation mentale, sociale, perdure dans ce genre de commentaires. Premier point. Deuxième point, effectivement, quand j'ai vu la banderole, il me semble, sur les quais de Seine, Aya, on n'est pas sur le marché de Bamako ou quelque chose de cet ordre-là, j'ai été extrêmement choquée et effectivement, ça montre une certaine image de la France. Mais moi, ce que j'aimerais souligner, c'est que ce n'est pas l'ensemble de la France, puisque moi j'ai été indignée, vous avez été indignée et beaucoup de gens ont soutenu Aya Nakamura. Donc ça, c'est la bonne nouvelle de la situation. La mauvaise, c'est qu'il y a quand même une tranche de notre société, une partie de notre société qui refuse le fait qu'une personne noire puisse être française. Voilà, c'est aussi clair que ça. Et est-ce que c'est surprenant d'avoir ces polémiques encore aujourd'hui en France ? Oui, c'est surprenant de se dire qu'on en est encore là. À ce refus, si vous voulez, de l'acceptation d'une société française multiculturelle et mélangée de fait, de par son histoire, traversée, je l'ai déjà dit, par l'esclavage, la colonisation, les grandes vagues de migration, notamment après la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est le refus de ce qu'est la France. Mais je pense qu'on est face à une société qui est vraiment divisée de ce point de vue-là sur la perception de notre société. Donc, il y a toute une partie de la société qui vient de l'histoire d'Aya Nakamura, qui est issue de l'immigration, qui est descendant ou descendante des migrations françaises ou de l'histoire de l'esclavage, etc., qui voit Aya Nakamura comme une reine, d'ailleurs, parce qu'il la voit d'abord comme une artiste avant de la voir comme une femme noire, parce que il faut quand même
pas oublier qu'en tant qu'individu, on est fait de multiples appartenances. Donc, Aya Nakamura n'est pas que noire, elle est femme, elle est artiste, elle est mère, que sais-je encore. On peut avoir une sorte de millefeuille identitaire qui nous définit. Donc, ça veut dire qu'on nie la qualité française, et je pourrais même dire la francité, des artistes comme Aya Nakamura. Donc, ça, c'est une certaine partie de la France qui, malheureusement, commence à se développer de plus en plus, surtout avec la montée des extrêmes partout en Europe et aussi dans la plupart des démocraties occidentales. Donc, ça arrange pas nos affaires. Donc, on est dans une forme de recul des reconnaissances des inégalités, de la lutte contre le racisme, qui est qualifié de woke, d'horribles personnages qui voudraient diviser la société française. Alors qu'en fait, les demandes faites par les populations en situation d'inégalité, les populations racisées, etc., globalement non blanches, on va dire, sont des demandes d'inclusion au sein de la société française. Ce ne sont pas des demandes séparatistes de vouloir avoir des droits spécifiques ou des demandes dites communautaristes. Pas du tout. Donc, justement, il y a vraiment une incompréhension là-dessus. Donc, il y a toute cette partie de la France qui veut pas voir la réalité de notre société d'aujourd'hui et il y a longtemps, puisqu'on est le fruit de toute cette histoire de mélange de populations. Et à côté de ça, il y a une société qui combat. Et je pense que l'indignation face à ce type de propos est encore bien vivace et bien réelle. Et il y a toute une partie de la France descendante d'émigration, de l'histoire de l'esclavage, etc., qui refuse que ce déni de leur francité et qui se révolte contre cela. Et aussi d'autres personnes qui ne sont pas issues des populations minoritaires ou racisées, mais qui n'adhèrent pas à ce type de discours. Donc finalement, ça fait pas mal de gens au sein de la société française. Donc, je pense qu'on s'affronte quelque part entre deux France. Et je pense que les personnes qui ont écrit la banderole à l'intention d'Aya Nakamura, on n'est pas au marché de Bamako, ce sont des personnes, en fait, qui sont extrémistes, en fait, et qui font énormément de bruit, comme une sorte de tambour qui ferait énormément de bruit. Pourquoi? Parce que ils utilisent l'outil formidable que sont les réseaux sociaux et la sphère Internet comme une caisse de résonance de leur haine et de leur rejet de l'autre. Et en fait, ça fait beaucoup de bruit. Ce développement de la haine numérique, je dirais, et ce qu'on appelle la haine en ligne, fait beaucoup de bruit, mais ils sont pas aussi importants et aussi nombreux que le bruit qu'ils font, je pense. Et donc, ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup évolué par rapport, par exemple, aux années 60, quand il y avait les primo-arrivants, etc., au sein de la société française, dans les mouvements migratoires. Je pense qu'il y a les générations passant, vraiment toute une frange de la population, souvent jeune, qui n'adhère pas à ce type de discours de haine. Donc ça, c'est la différence. Mais il est toujours bien là, ce discours de haine et ce discours raciste surtout. C'est l'introduction parfaite pour la thématique de notre épisode. Le 25 janvier dernier a eu lieu la finale du télécrochet phare de TF1, la Star Academy. Et cette finale opposait deux jeunes femmes, Marine et Ebony. Alors moi, c'est plutôt sur Ebony que j'aimerais qu'on se concentre aujourd'hui. Ebony, c'est une jeune femme noire qui porte ses cheveux au naturel. Et c'est important de le dire parce qu'on y reviendra un peu plus tard. Et depuis le début de cette saison, elle est la cible d'une campagne de harcèlement en ligne sexiste, raciste et misogynoire. Pareil, un autre mot qu'on développera ensemble. Avant d'entrer dans le tas, dans le cœur du sujet, que s'est-il passé? Pourquoi Ebony est-elle la cible de toutes ces attaques? Eh bien, tout simplement parce que c'est une jeune femme noire, tout simplement, et que c'est la même chose qu'a subi Aya Nakamura et qu'elle subit depuis longtemps d'ailleurs, bien avant les Jeux Olympiques, c'est que on ne voit dans Ebony que sa couleur de peau et sa qualité de femme, mais on dénie son art, le fait que ce soit une jeune femme qui chante, d'ailleurs, qui est très douée. Donc, c'est ça le problème. C'est exactement le phénomène, en fait, de la stigmatisation et de l'essentialisation des individus qui fait qu'on arrive à ne plus voir leur qualité d'individu et d'être humain, mais simplement ce qu'ils représentent. Et voilà, un des aspects de leur identité qui prend le dessus et qui les schématise à l'intérieur de cette identité et qui les enferme dans une identité supposée. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, on ne la voit qu'à travers le prisme de sa couleur de peau et de sa qualité de femme. Donc, le fait qu'elle soit jeune, parce qu'il y a aussi la question de l'âge qui rentre en compte. Oui, elle a 20 ans. Voilà, c'est ça, l'agisme, ce qu'on appelle l'agisme. Donc, elle a l'âge, elle a la qualité de femme et sa couleur de peau. Et aussi, ce qui se passe, c'est que c'est une jeune femme qui s'affirme aussi, parce que je pense que elle est représentative aussi des jeunes générations dont je parlais tout à l'heure, et notamment issues des minorités et des groupes racisés,
qui affirment leur identité, qui affirment ce qu'elles sont. Et je pense que c'est dû aussi au contexte médiatique actuel où on a une prédominance très importante dans les interactions et dans la communication de façon globale et dans les interactions entre les individus, une prédominance très importante des réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux encouragent la mise en scène de soi. En fait, on a une sorte de double numérique qui nous définit aussi. Et donc, il y a une affirmation des individus, l'affirmation de soi, se montrer, dire qui on est, être fier de soi et être reconnu dans sa spécificité. Et donc, je pense que ça impacte aussi tous les mouvements de revendication et notamment les positionnements des individus racisés et minoritaires et notamment jeunes générations qui, en fait, affirment très clairement leur identité. Donc, on est dans une différence avec ce qui se passait, par exemple, dans les générations des parents, des grands-parents et de ce que j'appelais, par exemple, les primo-arrivants, qui étaient plus dans une situation à moins se faire remarquer dans la société, toujours avoir la peur de la police, de se faire expulser ou autre, ou d'avoir des problèmes, et s'excusant presque d'être en France, alors qu'en fait, c'est eux qui ont reconstruit la France, donc ils ne devraient pas s'excuser, et qui ont enrichi la France aussi. Donc, ce qui se passe, c'est que les générations passant, les enfants, les petits-enfants de toutes ces personnes en ont marre de s'excuser, tout simplement parce qu'elles n'ont pas à justifier le fait qu'elles sont français ou quoi. Elles sont français ou ils sont français de fait, parce qu'ils sont nés sur le sol français et puis ils ont aussi une hybridité culturelle parce qu'ils affirment aussi l'identité de leurs parents, dont ils ont hérité la culture de leurs parents. Et donc, on veut un petit peu dénier toutes ces millefeuilles identitaires, comme je le disais, aux individus. Donc, Ebony, elle est aussi symptomatique de cette jeune génération, de c'est une femme qui s'assume, qui est fière, même on le voit dans sa posture, c'est assez intéressant, on le remarque aussi chez Aya Nakamura, qui a un port de tête altier, comme on dit, vraiment de reine, en fait, voilà, qui se tient droite, etc., qui est fière de ce qu'elle est. Il y a la question des cheveux aussi, avec Ebony, elle a ses cheveux au naturel, et c'est quelque chose qui lui est beaucoup reproché dans sur les commentaires, réseaux sociaux. Parce que je n'ai pas analysé tous les commentaires, parce que ça prend des années quand on voit. Exactement, mais c'est un article de Mediapart qui revient dessus, et qui, la journaliste cite un commentaire raciste sur les réseaux sociaux, et qui est franchement hallucinant. Cette jeune fille est clairement le type de personne problématique qui veut que la France soit noire pour venger le passé. Et tout ça passe à travers, en fait, c'est les cheveux qui sont pointés du doigt. C'est fou quand même, une coupe de cheveux qui génère tout ça. Ça n'a absolument aucun sens. Pendant des années, effectivement, on n'a pas voulu représenter les différents types de beauté que constitue la société française, puisque nous sommes une société diverse, comme je le disais, de par notre histoire. Pendant des années, on a été dans une demande d'uniformisation des beautés, en mettant la beauté occidentale comme modèle de représentation dominante étant la référence de la beauté. Et donc, c'est vrai que habituellement, particulièrement pour les femmes noires qui ont des cheveux crépus ou pour toutes femmes qui ont des cheveux texturés, etc., on veut effectivement qu'elles se rapprochent d'un physique plus occidental, avec des cheveux lissés. Donc, ça change depuis quelques années et ça, c'est une très bonne nouvelle, cette revendication de la part des femmes noires et même des hommes noirs qui montrent leurs cheveux, parce qu'il faut quand même savoir que les hommes noirs aussi, pendant des années, la coupe requise est crâne rasé. Donc, on ne voit pas le cheveu. Et là, on voit un développement, effectivement, des cheveux qu'on appelle napières ou maintenant plus les cheveux naturels qui montrent qu'on affirme ce qu'on est, en fait. C'est pas vouloir faire que la France devienne noire, c'est juste vouloir exister et être visible et avoir le droit d'être visible. Mais c'est ça le problème, c'est la visibilité qui pose problème en France. Oui, voilà. Ça n'a aucun sens dans le sens où on ne va pas s'excuser d'exister parce que les minorités existent, c'est un fait. Donc, en fait, ce sont des personnes qui n'acceptent pas le vrai visage de la France, ce qu'est la France, et surtout qui ne connaissent pas leur histoire. Alors, donc, après, on peut remonter ça au problème des programmes scolaires, de l'éducation nationale au sens large, où on n'apprend pas assez que la société française est le fruit de multiples événements historiques qui ont engendré un brassage culturel et un brassage très important de population qui fait que la France est mélangée, multiculturelle, n'en déplaise à certains. C'est pas une opinion, on peut pas contester un fait. Ça fait comme si quelqu'un nous disait le ciel est orange. Non, il est bleu. Je ne peux pas avoir ma propre perception du ciel. C'est un fait. C'est la même chose. C'est-à-dire la société française est faite de personnes mélangées, différentes, donc qui ont des cheveux différents, des couleurs de peau différentes, des cultures différentes, des origines différentes. Et ça, c'est, je pense, quelque chose qu'il faut accepter. Et le problème, je pense qu'en France, c'est qu'il y a non seulement, pour une
grande partie de la population une haine de l'autre, de l'existence même de l'autre. Et d'une autre façon, il y a aussi effectivement un rejet d'une société mélangée, un véritable rejet. Et pour moi, c'est quelque chose une approche très conservatrice, c'est-à-dire qu'on veut la France en carte postale des années 20. Il faut accepter l'évolution de sa société. Et donc, voilà, Ebony, elle symbolise un petit peu tout ça et ses commentaires odieux aussi. J'aimerais qu'on revienne sur la manière dont Ebony est à la fois décrite par certains de ses professeurs dans le château, mais aussi par les réseaux sociaux. Alors là, on a un extrait, j'aimerais vous faire écouter Ebony elle-même, qui, face à ses professeurs, revient donc sur la manière dont on l'a décrit. Moi, on me reproche on m'a reproché que j'étais arrogante. Donc, je pense que maintenant, je sais pas trop quoi faire parce que moi, je me ressens pas comme étant arrogante. Tout ce que tu as dit, tout ce que tu es en train d'exprimer, pour moi, c'est mon état d'esprit, c'est ma manière de penser. C'est tout quand il y a eu vraiment une séparation avec la période où j'avais pas confiance en moi, où j'ai commencé à avoir confiance en moi. Et à partir du moment où j'ai eu confiance en moi, tout le monde me disait que j'étais arrogante ou les gens ne m'aimaient pas parce que, soi-disant, je me la pète. Donc on l'a entendu, pourquoi c'est problématique ce genre de propos, elle est arrogante. C'est comme ça qu'on la dépeint sur les réseaux sociaux et comme ça que ses professeurs à la Starac. Je suis assez surprise parce que je n'ai pas suivi la Starac dans ses moindres détails, donc j'avais pas entendu ce type de commentaires de la part des professeurs. Franchement, je trouve ça choquant comme type de réflexion qu'on a pu lui faire, et notamment de la part des professeurs. Et je trouve que la façon dont elle parle, Ebony, est très touchante dans la voix. C'est vraiment quelque chose qui me touche parce que je trouve que c'est vraiment dur d'opposer ce genre de commentaires à une jeune fille. Parce qu'elle a 20 ans encore. Voilà, elle a 20 ans, donc c'est vraiment quelque chose qui pourrait amoindrir son estime d'elle-même, ce genre de phrase, et que je trouve assez problématique. Problématique sur plusieurs points. C'est que je pense qu'elle n'est pas arrogante, c'est ce que je disais, c'est une personne qui reconnaît sa valeur. Et donc, ça, je pense que c'est un point positif qui devrait plutôt être loué que condamné. Parce que ce qui se passe dans les représentations des minorités, des personnes non blanches ou racisées depuis les périodes coloniales, etc., comme je le disais, on a tendance à diminuer et amoindrir l'individu minoritaire pour justement que le dominant puisse plus asseoir sa domination. Donc en fait, ça fait partie du jeu du rapport de domination. Il faut que le dominé accepte sa situation de dominé et qu'en plus, il en soit content. Donc ça sera pas possible. Donc effectivement, il y a résistance. Dans toute situation de domination, il y a résistance. Il y a toujours des résistances. On peut voir ça notamment dans l'esclavage avec les nègres marrons, par exemple. Et donc, les individus résistants sont toujours considérés comme des individus à bannir parce qu'ils cassent toute la structure de domination. Donc, on va essayer de les amoindrir en disant que non, on ne doit pas se rebeller, etc. Donc, inconsciemment même, je pense que la professeure qui a fait cette réflexion à Ebony, elle reproduit un schéma sans s'en rendre compte. Parce qu'en fait, on a trop l'habitude que les individus issus des minorités racisées et en plus femmes, parce que ça rajoute un filtre de domination, on a trop l'habitude que donc j'utilise souvent cette formule, j'aime bien que les minorités courbent l'échine et ne se plaignent pas. Donc en fait, quand une personne issue d'une minorité ou issue d'un groupe minoritaire quel qu'il soit, minorité de genre, minorité raciale, etc., sont considérées comme des personnes qui dérangent la société parce qu'elles ne rentrent pas dans les représentations établies. Donc, Ebony, au lieu de l'amoindrir en disant « Ah, t'es trop arrogante, etc. », autrement dit, tu te rebelles trop, tu t'affirmes trop, on devrait saluer cette situation. Et beaucoup de femmes, quelle que soit leur couleur de peau, sont aussi minorées de cette façon. On aime voir l'individu minoritaire en position de victime et d'infériorisation, en résumé. Dans l'aventure, pourtant, il y a une autre personne noire, c'est Frank. La différence, c'est que lui, c'est un homme et il ne se prend pas la moitié des insultes que se prend Ebony. D'ailleurs, on les compare souvent sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? Alors déjà, on les compare souvent parce que la connexion, c'est qu'ils ont la même couleur de peau et la couleur de peau foncée, faut quand même le préciser, parce qu'il y a aussi toute la question du colorisme aussi, même dans la question de la misogynie noire. Autrement dit, tous les noirs se ressemblent. Enfin, c'est un peu comme moi, parfois ça m'arrive qu'on me dise, des gens qui ne se rendent pas compte, ils disent « Ah, tiens, justement, j'avais un ami aussi africain. » La connexion, en fait, avec moi, quelle est-elle ? Il n'y en a pas. Donc en fait, c'est des associations d'idées inconscientes.
Donc, comme ils sont tous les deux noirs, on va les comparer, ils doivent être pareils. Parce qu'on a souvent une représentation de l'individu considéré comme différent, autre, avec un grand A, l'individu racisé, minoritaire, non blanc ou autre, où tout le monde devrait se ressembler, être dans une sorte de tout anonyme et ne pas avoir de spécificité. Pourquoi devrait-il être pareil ? Ça n'a aucun sens. Soit s'ils ont la même couleur de peau, ils devraient être pareils. Alors en plus, on demande à Ebony qu'elle soit comme Frank, en supposant que Frank est une personne peut-être moins affirmée ou peut-être qui évoque moins des questions identitaires, etc. Probablement, j'imagine que c'est dans ce sens-là que les commentaires disent qu'elle devrait être comme Frank. Pourquoi ? Parce que ça revient à ce que je disais antérieurement, c'est que on ne veut pas de personnes issues des minorités qui s'affirment, qui se rebellent, parce que ça dérange les représentations classiques. Donc c'est pour ça. Et c'est aussi parce que c'est une femme. Mais la misogynie noire, effectivement, s'exprime dans le cas d'Ebony incroyablement. Mais j'aimerais quand même insister sur un point, sur le fait que, habituellement, dans l'expression du racisme, les discriminations, etc., c'est vrai que les hommes ont toujours été sujets plus à un racisme violent que les femmes. Parce que justement, on supposait que les femmes étaient plus dociles. Donc ça, c'est encore un autre stéréotype sur les femmes, quelle que soit leur couleur de peau, qui seraient douces, gentilles, etc. Et là, les choses sont un petit peu inversées. C'est-à-dire que c'est Ebony, la femme Ebony, qui reçoit toutes les invectives et tous les propos racistes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle ne rentre pas dans la représentation docile de la femme, même racisée. Donc c'est ça qui fait que les propos racistes atteignent plus Ebony que Frank, alors qu'habituellement, ce sont les hommes qui sont considérés comme plus durs, plus violents, etc. Donc déjà, ça, c'est tout à fait intéressant. Ça veut dire que Ebony est une femme affirmée, une femme forte, une femme moderne, qui a de la personnalité, donc elle change complètement les codes. Et bien entendu, elle illustre parfaitement ce concept de misogynie noire, qui a été inventé effectivement par la penseuse et théoricienne africaine-américaine Moya Bailey, pour expliquer la spécificité du racisme vécu par les femmes noires. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le racisme est un phénomène extrêmement complexe et que à l'intérieur des groupes minoritaires eux-mêmes, il y a aussi d'autres types de racisme qui s'exercent. Et donc, sur l'échelle de la domination, on peut dire que les femmes, dans les groupes minorisés, sont à la dernière marche, en fait. Donc, le fait d'être issu d'un groupe minoritaire, issu du groupe noir, autrement dit, Ebony fait partie de ce groupe minoritaire et, en sa qualité de femme, elle subit une discrimination supplémentaire. Donc, en fait, la misogynie noire, c'est le racisme spécifique que subissent les femmes noires parce que elles subissent un nombre d'attaques et de discriminations et de rejets multipliés, en fait. Elles souffrent du sexisme en qualité de femme, elles souffrent de racisme en qualité de noire, elles peuvent souffrir aussi de colorisme, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de discrimination à l'égard des couleurs de peau. Ça, c'est un héritage malheureux de l'esclavage. Plus les femmes et les hommes, d'ailleurs, ont la peau noire, plus elles sont considérées comme sauvages, laides ou autres. Donc, après, il y a aussi la discrimination en fonction de la classe sociale, etc. Ça, c'est ce qu'a Aya Nakamura. Si on reste sur Ebony, Ebony a subi beaucoup plus de racisme que Frank. En résumé, parce qu'elle s'affirme, et parce qu'elle est femme, et parce qu'elle est noire, et parce qu'elle est jeune aussi. Donc, elle est plus fragile, si vous voulez. Et donc, les racistes s'en donnent à cœur joie. C'est une cible idéale. Pour revenir à cette finale, il y a eu cette impression d'un premier tour en avance de l'élection présidentielle. En tout cas, c'est ce qu'on a beaucoup entendu, beaucoup lu, peut-être parce que l'une des candidates s'appelle aussi Marine. Il y a eu vraiment de véritables campagnes de vote pour soutenir Marine et Ebony. Par exemple, Aya Nakamura a même fait une story pour soutenir Ebony. Il y a plein de célébrités noires ou même arabes qui ont voulu soutenir Ebony de manière publique. Vous l'avez analysé comment, cette finale ? Et est-ce que vous aussi, vous avez cette impression d'un premier tour en avance ? Oui, d'une certaine façon, mais en même temps, je trouve que Marine, qui malheureusement a le même nom que Marine Le Pen, est complètement différente. C'est-à-dire qu'elle incarne quelque chose de complètement différent. C'est-à-dire que, au contraire, elles étaient amies toutes les deux dans le cadre de l'émission, et donc il y a une forme de bienveillance entre elles. Donc si opposition il y a, c'est vraiment de la part des supporters. Oui, voilà. Totalement. Mais quelque chose qui m'a interpellée, c'est qu'effectivement, j'ai regardé la finale et j'ai trouvé que c'était super intéressant
intéressant de voir. On était dans la même scénographie que lors d'un soir de vote, parce qu'il y avait vraiment les supporters avec un journaliste dépêché sur place. Donc ça veut dire que pour Ebony, il y avait un journaliste qui était sur l'île Saint-Denis, il me semble. Et pour Marine, j'ai oublié où est-ce qu'elle était, il me semble qu'elle était dans le nord de la France. Arras, je crois. Oui, voilà, exactement, à Arras. Et quand on regardait, c'était hyper intéressant parce que tous les supporters de Marine, effectivement, en termes de carnation et d'origine, on était vraiment dans un milieu très très blanc, en fait, pas du tout mélangé. Et de l'autre côté, c'était absolument pas le cas. C'était très mélangé, très métissé, beaucoup de personnes noires et bien sûr, j'imagine, de la famille d'Ebony. On a bien cette image dont je parlais tout à l'heure de France, en fait, qui s'affrontent très clairement. Et effectivement, ça ressemble un petit peu à une sorte d'allégorie ou d'antichambre, en fait, de ce qui va devenir l'élection présidentielle, c'est-à-dire deux France qui s'affrontent. Celle qui soutient, le mélange, les origines diverses, etc. Et celle qui, effectivement, est plus refermée sur elle-même. Mais ça ne correspond pas à ce que représentait la candidate Marine. Oui, c'est au détriment de Marine. Voilà, c'est vrai que Marine est un très joli prénom, mais aujourd'hui, malheureusement, il est très connoté. Donc, oui, et surtout que sa victoire, parce que, spoiler alert, c'est Marine qui a gagné et Ebony a perdu. Ouais, voilà. La victoire de Marine a été applaudie par une partie d'extrême droite. Donc c'est vrai que ça a renforcé cette idée. Ouais, avec, par exemple, Sébastien Chenu, qui fait partie du parti du Rassemblement National, qui a applaudi cette victoire-là. Donc c'est pour ça que ça fait encore plus... Ouais, ça fait écho. Moi, je trouve ça plutôt triste, d'ailleurs, que ça se fasse à travers une émission comme ça, Télécrochet, qui est de l'ordre du divertissement, bienveillant, qui renvoie à la musique, à la chanson. Je trouve ça très, très triste que la haine de l'autre, que le rejet, que le racisme s'invite, en fait, dans un événement comme ça de divertissement très populaire, bon enfant. Je trouve ça vraiment triste et ça dit beaucoup de l'état politique de notre pays et de cette fraction, effectivement, de la population française autour des questions identitaires. Et ça fait très, très peur, en fait. Donc, je me réjouis que Marine, la candidate, n'ait rien à voir, en fait, avec ceux de l'extrême droite qui ont applaudi sa victoire dans le jeu. Parce qu'on le rappelle, après sa victoire, le lendemain, quand elle a été invitée sur France Inter, elle a bien mis les points sur les barres sur les têtes en disant qu'elle ne voulait pas de récupération politique et qu'elle condamnait le racisme qu'Ebony avait subi. Voilà, parce que je pense que c'est une jeune femme aussi qui est très affirmée. Je trouvais qu'elle formait une belle image et ça aurait été bien mieux, effectivement, que ce soit cette image qui jaillisse, en fait, qui soit l'image finale, c'est-à-dire vraiment deux jeunes filles, toutes les deux françaises. Donc, il y en a une qui est noire et l'autre qui est blonde, blanche, mais en fait, elles sont au même niveau, en fait. Mais j'avoue que j'étais... Même si Marine a une voix magnifique, j'étais très très triste qu'Ebony perde parce que justement avec toutes les polémiques qu'il y avait eu, etc., ça aurait été un joli pied de nez à toutes ces histoires, comme pour Aya Nakamura, qui finalement a été royale le jour des JO et qui a été accompagnée superbement par la garde républicaine. C'était la meilleure des réponses et ça aurait été une belle réponse où ils auraient pu imaginer un ex-aequo. Parfois, on fait ça au Festival de Cannes quand vraiment il y a deux actrices qui sont superbes. Mais bon, comme c'est le public qui a voté, donc on doit respecter. Malheureusement, Ebony n'est pas la seule dans l'histoire de la télévision française à avoir subi ce genre de traitement médiatique. Alors, on a parlé d'Aya Nakamura, évidemment. Il y a aussi la Miss France 2025, Angélique Angarny-Philopon. Et puis, si on reste sur la thématique des télécrochets, moi, dans des exemples, j'en ai plein. Il y a eu Amel Bent dans La Nouvelle Star et dans Danse avec les stars qui a perdu contre Emmanuel Moir, je n'y ferai jamais. Il y a eu Camélia Jordana dans Nouvelle Star aussi. Ouais. Et vraiment, le truc sur lequel je m'y ferai jamais, c'est Sophia Essaidi dans la Starac 3. Alors, j'aimerais vous faire écouter un extrait de l'émission La Loi des séries en 2019, où Sophia Essaidi revient sur sa participation à l'émission. Quand je suis sortie du château et que j'ai découvert ce moment où ils ont switché, où ça a switché, où pendant 14 semaines, ou je sais pas combien de semaines, j'étais première, et puis d'un coup, j'ai vu, mais j'en ai pleuré, mais pendant des semaines. Des semaines en disant mais c'est pas possible. Je voyais des titres manipulatrices quand on a 19 ans et qu'on n'a rien fait à part juste être là et profiter de son moment.
C'est très très douloureux. Ouais. Ça m'avait donné une petite réputation, quoi. Forcément, une fille dure qui se la raconte un peu. Enfin, je sais pas, on était dans ce genre de choses, quoi. Parce que je pleurais pas. Enfin, quand je pleurais, j'allais me cacher. Parce que j'avais une pudeur qui fait que je préférais voilà, assurer plutôt que montrer mes failles. Et après, justement, c'est ce qui a été dur, c'est que j'ai passé toutes les années qui ont suivi à dire je vous jure, je suis gentille. Alors, la Starac 3, c'était en 2003. C'était il y a 22 ans. Donc, Ebony, c'est vraiment pas un exemple à part. Mais elle est plutôt ancrée dans une histoire des médias français. Pourquoi, particulièrement, ces émissions déclenchent des discussions et des polémiques racistes de ce niveau-là? Déjà parce que ce sont des émissions qui fédèrent énormément d'audience, qui sont vraiment de véritables programmes populaires. Donc, ça rassemble beaucoup d'audience. Donc, les jeunes femmes en question ont une hyper visibilité. Et donc, à partir du moment où on est hyper visible, à partir du moment où on est dans une situation très dominante, parce que tout le monde veut nous voir, qu'elles ont des interviews, qu'elles sont très demandées, elles sont trop visibles, justement. Elles sont trop visibles, trop demandées, trop puissantes. Et donc, ça dérange. Et voilà pourquoi on se permet de les considérer comme des défouloirs, en fait. Donc, pour moi, ça serait mon explication. Mais j'aimerais aussi dire que, voilà, elles sont vraiment au croisement du rejet et du sexisme et du racisme, toutes les femmes que vous avez évoquées dans l'histoire des télécrochets. Et c'est l'occasion pour moi de souligner un point qui est très important, qui est que la misogynoire, c'est parce que, effectivement, c'est un concept qui est très intéressant, développé par Moya Bellet et qui est extrêmement juste. Mais je pense qu'il faut voir aussi la situation de façon plus globale. Et les exemples que vous avez montrés le démontrent, c'est que, en fait, c'est toute femme racisée. Noire, arabe, maghrébine, asiatique, tout ce que vous voulez. C'est le fait d'être femme plus l'addition de l'identité non blanche qui multiplie la violence du rejet. Et je pense que c'est le fait que ce soit un programme très populaire. Et dans la liste, moi, j'avais aussi noté, c'est sur The Voice, c'était l'affaire Ménel. Mais je ne me souviens plus du prénom de la jeune femme qui était magnifique d'ailleurs et qui chantait superbement, qui, elle... C'était votre question, justement, qui a vécu... C'était totalement ça. Moi, j'ai tout de suite pensé à ça. Soit directement, on les insulte, on les met de côté, on les fait perdre, parce qu'il y a aussi le point commun entre Amel Bent, Camélia Jordana, Sophia Saïdi, et puis même Ebony, c'est qu'elles n'ont pas gagné, alors qu'elles auraient pu gagner. Il y a l'autre pendant, c'est qu'on adore fouiller dans le passé des participants pour les disqualifier. C'est le cas de Ménel dans The Voice. Comme elle arrive avec un foulard, un hijab, directement on va essayer de fouiller dans ses réseaux sociaux pour sortir des petites phrases qu'elle a pu dire à l'âge de 14 ans. L'autre exemple, c'est Bilal Hassani pour l'Eurovision. Ça a été exactement pareil. Qu'est-ce que ça dit, ce processus? Ce processus, c'est toujours le même, c'est-à-dire piétiner comme des paillassons des personnes qui sont en visibilité et qui aussi ont un rôle, une responsabilité de représentation. Ils deviennent des formes d'icônes parce que ça devient des stars, en fait, et des stars d'émissions qui fédèrent extrêmement populaires. Et en fait, ça dérange qu'ils soient mis en situation de star et qu'ils représentent d'une certaine façon la France. Parce que dans tous ces programmes, il y a aussi des phénomènes d'identification très importantes de la part des jeunes publics. Donc, ce sont des icônes, en fait, médiatiques. Et donc, ça dérange que ces personnes, d'une certaine façon, soient l'objet de désir de la part d'autres personnes et qu'elles représentent la France, qu'elles soient identifiées par un programme. Et ça, je pense que c'est aussi pour ça que ça dérange, et ça s'exprime notamment par le concours Miss France. Parce que là, c'est encore pire, parce que la personne représente, c'est dans le titre, elle représente la France, et donc ça dérange très fortement qu'une femme qui ne corresponde pas à l'image qu'on se fait de la française, en fait, puisse incarner la France. Ceci dit, il faut savoir que dans l'histoire du concours Miss France, il y a quand même eu beaucoup de jeunes femmes, enfin beaucoup, pas non plus un nombre très important, mais on a quand même, depuis l'avènement de Sonia Rolland dans les années 90, qui a ouvert la voie, on a quand même effectivement certaines jeunes filles qui viennent justement de nos territoires d'outre-mer et qui ont permis de montrer toutes les parties de la France et les différentes beautés de la France. Et systématiquement, ça a dérangé parce qu'elles représentaient la France. Et donc, je trouve très intéressant que, par exemple, Sonia Rolland, c'est très, très tardivement qu'elle a vraiment publiquement fait état des courriers racistes qu'elle recevait, etc. Et elle n'en parlait pas, parce que je pense qu'on était dans une époque différente,
où effectivement, on dénonçait moins les propos racistes. Là, avec le développement de la liberté d'expression dans l'espace public que constitue Internet et plus précisément les réseaux sociaux, la parole devient publique, caisse de résonance, ultra visible. La dénonciation est beaucoup plus présente et beaucoup plus visible. Très souvent, il y a des personnes qui pensent que le racisme a augmenté, devient plus important du fait des réseaux sociaux. Non, en fait, il a toujours existé, il existera malheureusement toujours, mais il est d'autant plus violent qu'il est rendu visible et que pour les personnes qui le subissent, justement, c'est une puissance multipliée, décuplée, parce que c'est partout et nulle part, c'est du harcèlement tout simplement. Et pour venir plutôt sur les chaînes, quel est l'intérêt médiatique pour les productions ? Parce qu'on a vu par exemple TF1 qui s'est expliqué et qui parle de propos haineux. Je pense qu'à un moment donné, on a vraiment dépassé les propos haineux. Donc, quelle est la responsabilité de ces chaînes-là ? Et quel est l'intérêt médiatique de laisser ce genre de propos sans vraiment y couper court d'emblée ? Alors, je pense pas qu'il y ait forcément un intérêt médiatique, ou alors ça serait vraiment très très grave pour le programme, parce que ça donne pas une très bonne image du programme, je pense. Je pense que effectivement, c'est plus pas un désintérêt, mais une non prise en compte, en fait, d'une situation inacceptable, comme si c'était pas très grave, en fait. Ça, c'est des choses aussi très classiques qu'on entend dans les processus racistes, ou qu'on oppose aux victimes du racisme, que quand les personnes parlent de ce qu'elles ont vécu, on va contester l'expérience vécue en disant « Non, mais t'exagères un petit peu » ou « T'es paranoïaque », etc. Ça, c'est des choses qu'on a entendues pendant des années. Et les choses changent un petit peu, bien heureusement. Mais il y a une sorte de non-prise en compte de la violence du racisme, comme si c'était quelque chose soit non existant, parce qu'il y a un déni de son existence, ou alors c'est pas très grave. D'anodin. Voilà. Et donc, je pense que c'est pour ça que la chaîne l'a pas pris en compte tout de suite. Donc, bien entendu qu'ils ont dû voir, parce qu'ils analysent bien les retours sur les réseaux sociaux, les commentaires, ils ont bien entendu vu à quel point elle faisait l'objet de haine en ligne et de racisme. Et ils ont attendu qu'une pétition de la part de téléspectateurs soit créée pour réagir. Et après, effectivement, porter plainte, il me semble. Mais oui, dans la situation haineux, c'est haineux plus raciste, en fait, qu'il aurait fallu rajouter et qualifier très clairement. Et moi, ça m'a dérangé aussi quand j'ai regardé la finale de la Star Academy, là. J'étais super étonnée qu'on fasse comme si de rien n'était, en fait. Ça m'a vraiment choquée parce que je me suis dit, on en parle dans plein de médias, c'est quand même quelque chose d'hyper important, mais... Oui, il y a eu des communiqués en plus de la part de TF1 pour le coup. Voilà, on faisait comme si il se passait rien. Alors, c'était peut-être une stratégie pour dire, on va pas envenimer, mais je sais pas, un petit soutien quand même de la part des profs, qui est quelque chose. Et j'ai trouvé que c'était un petit peu étrange. Alors, ça vient peut-être du fait après que, comme ils sont isolés dans le château, etc., ils n'ont pas forcément eu vent complètement de tout ce qui se passait. C'était peut-être pas pour perturber, je sais pas, la candidate. Hein. C'est une hypothèse, mais moi, ça m'a vraiment étonnée que on ne dise rien pendant la finale avec tout ce qui s'était passé. J'ai trouvé ça très étonnant. Mais c'est toujours ce silence des chaînes, même pour les exemples précédents, c'est vrai qu'il y a eu un énorme silence qui est maintenu par les chaînes, par les productions, autour de la réalité que subissent ces femmes-là. Mais je pense qu'il y a aussi un malaise à évoquer la question raciste en France, parce qu'il y a quand même énormément de gens qui sont persuadés que la France n'est pas raciste. Il y a beaucoup de gens qui sont persuadés que la colonisation était une très bonne chose, et parce qu'elle a permis de civiliser des sauvages et des indigènes. Donc, je pense qu'on est aussi victime de toute cette histoire, de toutes ces traditions, de ces modes de pensée. Et puis, je reviens, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, aux commentaires que vous avez évoqués concernant Ebony, en disant oui, elle voudrait que la France, en affirmant sa chevelure naturelle, voudrait que la France deviennent noirs pour se venger, etc. Là, on est clairement dans la thématique de la repentance. C'est-à-dire que le fait de dénoncer le racisme, dont le terreau est notre histoire colonialiste, esclavagiste, etc., ce serait de la repentance. Non, ça s'appelle de l'histoire, ça s'appelle de l'analyse critique, et donc la repentance n'a rien à voir là-dedans. Donc je pense que il y a quand même, surtout aujourd'hui dans le climat extrémiste, avec une banalisation très importante des propos racistes, c'est aussi un autre point que je voulais développer, c'est que je pense que
il y a beaucoup de personnes, et peut-être les chaînes étaient dans cette posture, on s'étonne même plus du propos raciste. Parce que c'est tellement banalisé dans l'espace public, avec les réseaux sociaux, la montée de l'extrême droite et la montée de la parole extrémiste légitimée au sein des médias mainstream. Exemple, les chaînes du groupe Bolloré. Exemple, le fait que, comme il y a énormément de députés RN, dont le discours quand même principal, faut le rappeler, est le rejet de l'immigration et des descendants de l'immigration qui seraient responsables de tous les maux de la société française, ont une audience médiatique folle depuis qu'ils ont une place aussi importante à l'Assemblée nationale, puisqu'effectivement, dans les chaînes de radio, de télévision, sont obligés de respecter le temps de parole. Personnellement, j'ai l'impression que dès que j'ouvre ma radio le matin, j'entends un député RN. Je sais pas pourquoi. La présence est extrêmement importante. Donc, il y a une sorte de banalisation. On s'habitue. Ça entre dans les esprits. Puis et donc, encore ce truc, c'est plus très grave, quoi. Puis il y a encore ce truc que vous dites aussi, c'est que même si on pointe du racisme, on dit non, mais c'est pas vraiment du racisme. Par exemple, quand The Face ID a perdu en 2003, ça reste en tête, je suis désolée. Il y a beaucoup de personnes qui disent non, mais c'est totalement raciste. Enfin, elle est incroyable. Kamel Wally lui faisait faire des trucs de fou et elle perd. Et pourtant, on nous a dit non, pas du tout. Mais voilà, en fait, non. c'est ça. Mais ça, elle n'est pas assez bonne. Voilà. Donc, ça veut dire dénoncer le racisme devient woke. Va falloir m'expliquer. Donc, dénoncer un racisme devient woke, devient je suis contre la société française, je suis pour diviser la société française. Et en plus, c'est non seulement contester une réalité qui est démontrée par la plupart des enquêtes, par exemple l'enquête Théo de INSEE, INED, etc., qui montre bien l'existence du racisme vécu par les populations descendantes d'immigration et de l'outre-mer. Donc, non seulement c'est un déni de réalité, et deux, ça en rajoute à la violence du racisme ou des discriminations subies parce que c'est un déni de ressenti. C'est-à-dire, moi, c'est quelque chose que je n'ai jamais compris. Si par exemple, je sais pas, je verse un café chaud sur ma main, j'ai fait « Ah, j'ai super mal parce que je ressens, j'ai mal. » Et c'est comme si quelqu'un à côté me disait « Bah non, t'as pas mal. Excuse-moi, je viens de me prendre un café, j'ai super mal. » Et c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, je viens de vivre une situation raciste, je le ressens comme tel, donc c'est dans mon être, voilà, je ressens le racisme. Et tu me dis que, en fait, c'est pas ça. C'est ça que je trouve doublement violent. C'est la perception subie, le rejet subi, c'est quelque chose de très spécifique qu'il est difficile de comprendre quand on ne l'a pas vécu. Je me souviens avoir lu quand j'étais jeune un livre magnifique qui s'appelle Tête de Turc, d'un journaliste allemand qui s'appelle Günther Wallraff. Et lui, il s'était mis dans la tête d'un Turc en Allemagne qui subisse effectivement le racisme depuis des années. Donc, c'était dans les années 90 ou 80. Et c'était très intéressant parce que, bon, il a travaillé comme un immigré turc qui vivait le racisme en Allemagne. Et je me souviens, dans les mots qu'il écrivait, ça m'avait marqué quand j'étais plus jeune, c'est qu'il avait décrit, il disait, mais j'ai ressenti quelque chose que j'aurais peut-être jamais ressenti. Parce que, bon, on l'insultait, enfin, il subissait le rejet, etc. Et il a dit, je comprends ce que c'est, ce sentiment particulier du rejet, du mépris de l'autre, comme si on n'était rien, en fait. Je comprends ce que c'est. Il a compris. Et donc, c'est quelque chose de très violent, assez particulier. Donc, de le dénier, c'est une double violence. Et donc, oui, il y a quand même tendance à dire, bon, c'est pas très grave. Non seulement c'est pas très grave, ou alors, oh là là, ils nous embêtent un petit peu toujours, ils sont jamais contents. Voilà. Mais c'est un fait, il faut le condamner parce que ça fracture d'autant plus la société. Nous, on aime bien finir les épisodes de Je ne suis pas raciste, mais par des recommandations culturelles, des ressources. Ça peut être tout, ça peut être des livres, ça peut être des documentaires, des podcasts, puisqu'on sait que l'éducation, c'est le cœur des luttes antiracistes. Donc moi, je vais en donner 2, puis après, je vous laisse le micro. Vous pouvez normalement en donner une, mais si vous en avez 2, on accepte. Ma première recommandation, c'est un compte Instagram anglophone qui s'appelle Vibes of a Black Girl, que je trouve hyper intéressant parce que c'est une plateforme mondiale, donc qui rassemble surtout le Royaume-Uni et les États-Unis, et c'est pour les femmes et les filles noires qui vivent leur vie sans complexe, et leur but c'est de perturber la narration et briser les stéréotypes. Donc ils mettent en avant énormément de ressources culturelles, mais aussi des analyses de mots importants comme misogynoir, mais encore plein d'autres. Donc je vous le recommande énormément. Je vous recommande aussi l'enquête signée par Christelle Murilla et Estelle Giangio pour La Déferlante. Elle s'appelle « Violence sexuelle, des artistes racisés prennent la parole » et dedans, elles évoquent évidemment la notion de misogynoir sans laquelle il est impossible de comprendre et d'analyser ces violences. Je vous laisse la parole. Est-ce que vous avez 1 ou 2 recommandations? J'avais même 3 recommandations. Allez-y, on est plus à ça après. Voilà. Maintenant, on a 12 maintenant, donc on est plus en après. fait, la première recommandation, c'est
d'aller consulter les ressources d'une institution dont je fais partie d'ailleurs d'une des instances, qui est la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, qui fait un travail extraordinaire et qui a énormément de ressources sur toute l'histoire de l'esclavage, du racisme, etc. Donc, je salue le travail de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, la FME, qui est un lieu de ressources et de connaissances extraordinaires, notamment sur leur site. La deuxième référence que je donnerais, c'est un livre de Moya Bailey qui s'appelle « Misogynoir Transformed », qui parle effectivement de la misogynoire et plus particulièrement sur la sphère Internet et à quel point Internet est un lieu aussi de résistance pour les femmes noires et les minorités racisées. C'est ça que je trouve très pertinent et très intéressant dans ce livre, c'est que effectivement les réseaux sociaux sont un endroit où se déverse la misogynoire et plus globalement la haine raciste, etc. Mais ils sont aussi un outil de résistance. Ça veut dire que, comme je disais tout à l'heure, ils font beaucoup de bruit, ceux qui haïssent les autres, ceux qui le pensent différent, les personnes racisées notamment. Et qu'il y a une autre façon de contrer tout ce bruit nauséabond, c'est de faire aussi soi-même du bruit sur la sphère Internet pour montrer des opinions alternatives, des représentations alternatives. Et notamment avec ce podcast, c'est une façon de proposer un autre bruit. Et la troisième référence que je donnerais, c'est un livre qui est un roman. En fait, c'est de la littérature qui est magnifique aussi. C'est un livre d'une écrivaine anglaise qui s'appelle Bernardine Evaristo. Et en fait, elle a écrit un livre, elle a eu le Booker Prize, l'équivalent, on va dire, du Goncourt anglais. Et ça s'appelle Fille, femme, autre. En anglais, ça doit être Girl, Woman, Other. Et c'est magnifique et ça montre effectivement des représentations de femmes noires, fortes, quelles que soient les générations et tout ce qu'elles peuvent vivre de rejet et comment aussi elles arrivent à contrer tous ces types de rejets pour se construire et finalement faire leur vie et être des femmes fortes. Et c'est un très beau livre. Merci beaucoup pour ces très très belles recommandations. Merci beaucoup Marie-France. Merci Donia, c'était un plaisir. Et nous, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Je ne suis pas raciste mais. Je ne suis pas raciste mais est un podcast de Donia Ismail, produit et réalisé par Slate Podcast sous la direction de Christophe Caron. À la production éditoriale Nina Pareja. Montage et réalisation Marius Sor. Et musique par Thomas Loukias.